Histoire vivante, Formidable. proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc. Et regardez en bas, ça y est, ça c'est mauvais. Oh, ça débouche. Ça c'est mauvais. L'ébranlement du sol soulève les poussières accumulées par l'érosion sans cassure de la montagne. J'ai l'impression que la lumière traversait à la fois mon bras, mes paupières, mes lunettes. 8, 7. Cette semaine, le nucléaire. Le champignon se développe maintenant. Du Sahara Il s'élargit au sommet. à la Polynésie, La base se tourne légèrement vers l'est. un hexagone qui irradie. Toujours tout mauve, et sauf le sommet blanchâtre, comme une neige qui viendrait de tomber. C'est un spectacle tellement incroyable et extraordinaire. Toutes les dispositions sont prises, comme vous le savez. C'était le club, on avait ce qu'on appelle la tenue de campagne, le short, les sandalettes et puis le t-shirt. Vous allez pas me dire que quand une bombe pète là-dessus, que c'est pour en dessous. Ou alors Hiroshima et Nagasaki n'ont pas existé. Hein. Non, mais enfin, faut être. Et voici leur hache. Faut être. Non, c'est qu'on peut dire ça, hein. C'est vrai. Hein, Nous n'avons pas d'inquiétude à avoir. 13 janvier 1960, 27 janvier 1996, entre ces deux dates, plusieurs décennies d'expérimentation nucléaire au Sahara et en Polynésie française, ponctuées de 210 tirs. Combien étaient-ils à travailler sur les sites de Reagan, Ineker, Moruroa, Fangatofa ou encore Ao? 100 000, peut-être 150 000. Appelés, militaires, civils, combien sont morts prématurément? Combien sont-ils aujourd'hui à souffrir de graves problèmes de santé? Quel rapport existe-t-il entre leur passé militaire et leur maladie actuelle? Les vétérans remettent aujourd'hui en cause le discours officiel de l'État sur l'innocuité des essais. Ces acteurs volontaires, tout autant qu'involontaires de l'histoire atomique française, estiment que le temps est venu de lever le secret militaire sur les archives, les dossiers médicaux, les livrets militaires. Ils veulent que la lumière soit faite sur les incidents, les accidents, les maladresses, qu'une étude épidémiologique soit entreprise sur les conséquences sanitaires et environnementales. L'été dernier, l'émission Radio Libre sur France Culture ouvrait un dossier spécial consacré à ce sujet. 4 heures d'antenne, d'archives, de témoignages pour illustrer l'histoire vivante d'une politique atomique. Cette semaine, en ouverture au nouveau documentaire sélectionné par Irène Chaland, L'armes atomiques, à voir dimanche prochain sur TSR2, c'est cette série que nous vous proposons de découvrir. Elle est signée Anis Clément. Aujourd'hui, 3e épisode, à l'abri des atolls. Malika, pourquoi ce départ si prompt? Crois-tu trouver dans les îles au loin l'amour que tu cherches en vain? Oh Malika, n'entends-tu pas la trompe qui t'appelle à la raison pour que tu rentres à la maison? Hein? Il est parti là-bas sur son bateau blanc. Hein? Son cœur est resté amoureux et transi. Hein? Il gardera son cœur d'enfant.
balaba, ya rempa, ipata, ya opati, et il est pati, ya balaba, ya pati, ya o, ya bati, oh là, oh. À l'abri des atolls. Chapitre 1. Militaires au bout du monde. En 1966, le général de Gaulle fait un voyage surprise à Tahiti. Il vient en personne dire merci aux habitants de la Polynésie qui ont cédé 2 années plus tôt 2 atolls perdus du Pacifique Sud. Je tiens à dire à la Polynésie française combien la France apprécie le service qu'elle lui rend. Votre avenir, il peut être magnifique. Succédant au Centre saharien d'expérimentation militaire, le Centre d'expérimentation du Pacifique, sous le commandement du général Thierry, s'installe dès 1963 sur 2 atolls de l'archipel de Tuamotu, Moruroa et Fangatofa. Le 2 juillet 1966, la Polynésie entre à son tour dans l'épopée nucléaire. Tire Aldébaran, 2 fois la puissance d'Hiroshima. Sur le pont d'un bateau, un jeune homme en short et chemisette. Tout autour de lui, la mer, vert émeraude, scintille de 1000 reflets. Derrière lui, un immense champignon blanc s'élève dans le ciel bleu. Le jeune homme s'appelle Francis Payet. Il est sur le pont de son chaland de débarquement. Des champignons, il va en voir 5 au total. La photo où on le découvre en short et chemisette va faire le tour du monde. Au moment où cette photo a été réalisée, on se trouvait à peu près à 20 km de Murua, en fait. On était vraiment très très proches. Et alors, sur certaines photos, vous allez comprendre aussi qu'au point de vue emplacement, on avait un emplacement très privilégié. On le voit ici sur cette diapo où notre bateau était à une dizaine de mètres du blocos, sachant que juste à côté, on accrochait un ballon. On le faisait monter en gros à 600 mètres d'altitude. La bombe était accrochée dessous. Lorsque le tir était effectué, eh bien, quelques heures après, pas plus, on rentrait dans le lagon et on venait s'amarrer face à ce blocos. Et les gens qui travaillaient sur le blocos montaient à bord tout simplement parce qu'on avait un équipement de tour, de mécanique générale, et ces gens circulaient en permanence. Alors cet édit avait un avantage, c'est que la porte avant se baissait, on pouvait monter et descendre très facilement. On était ce qu'on appelle en termes marines beaché sur un beaching qui était face et aménagé devant ce blocos. Et toute la journée, eh bien, les gens circulaient, montaient à bord, venaient travailler. Et dès que les tirs avaient lieu, on relevait la porte de ce bateau et on quittait l'atoll, on s'éloignait en moyenne de 50 km et on revenait. Mais la base vie pour vous, c'était où ? C'était Dindon. On était constamment amarrés devant ce blocos et on était ravitaillés par des bâtiments un peu plus importants qu'on appelle des bâtiments en base. Et ces bâtiments, comme le Morvan, la Maurienne, nous permettaient de nous ravitailler en vivres et nous assister au niveau médical et autres. Vous étiez en permanence dans la zone... La plus dangereuse qu'il pouvait y avoir, puisque quelques heures auparavant, la bombe avait explosé et très souvent, nous sommes rentrés dans des zones qui étaient plus que contaminées, voire dangereuses. Et disons qu'au dernier tir, ce qui s'est produit, c'est que quand nous sommes arrivés pour rejoindre le blocos, on s'est rendu compte que un hélicoptère, un Super Furlan à l'époque, était là. Et nous sommes arrivés royalement avec nos shorts et nos t-shirts et nos sandalettes. Et nous nous sommes présentés face au blocos pour venir accoster. Philippe Chassande, Jean-Louis Camusat, Alain Ginsen ont fait tous les 3 leur service militaire en Polynésie.
puisque j'étais coiffeur, j'avais mon brevet de coiffure homme et femme, donc j'ai été bombardé à Papeete. Papeete, 8 jours extraordinaires. Pour moi, c'était vraiment le paradis. J'ai même eu des moments d'émotion, tu ne veux pas savoir. Il y avait le camp, je ne sais pas si vous vous souvenez du camp de Faé ou Faré, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, à Papeete. À Papeete, Aroué, oui, c'était un nom comme ça. Mataya, le camp de Romé, oui. Et quand j'ai eu l'occasion de sortir du camp de Aroué, j'ai loué une voiture, tout seul. Et je suis allé me promener aux alentours. Et je suis allé, souffleurs, et à la pointe de Vénus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la pointe de Vénus. Il n'y avait que des Japonaises et des Chinoises croisées avec du taille-poète. Et mais belles comme... Des mélangées. Oh, mélangées, si belles. Mais des filles. Moi, alors là, j'ai rêvé. C'était extraordinaire. Ces filles avec ces grands cheveux. Par contre, c'était tout avec des parents et choses comme ça. Sur la pointe de Vénus, tout avec des parents. Moi, ce qui m'avait déçu, par contre, c'est que la plage de Vénus était noire. Ah bah de toute façon, il n'y a pas de sable blanc. Alors autant c'est volcanique, c'est des plages de sable noir. Une belle brune sur du sable blanc, ça aurait été mieux. Même les cochons sont noirs. Oui, c'est vrai. Oui, les petits cochons sont noirs. Oui. Donc alors, je passe ces quelques jours, ces 8 jours à peu près là-bas. Magnifique. Ah, c'est extraordinaire. L'odeur. Quand on arrive à Papeete, l'odeur du tiare, de l'hibiscus. L'hibiscus encore moyen, mais le tiare. Ces odeurs sont extraordinaires. Quand tu arrives à Muru, c'est plat. Le point culminant doit être 1,50 m là où il y a des poubelles, donc là c'est déjà un peu plus léger. Pas une belle nana, rien, il n'y en avait pas une seule d'ailleurs, et donc un peu tristounet. Et là ça a été de jour en jour où je suis allé en partant vers le bas quand même, en disant oh la vache, putain, s'il faut vivre 1 an là-dessus, sur cet atoll, sur ces platitudes isolées. Je sais pas, je m'en souviens pas, c'est 1000 km de Papeete. 1200 km. 1200 km. de j'ai dit là, ça va peut-être pas le faire. Mais bon, de toute façon, t'es bien obligé par la force des choses. Bon, j'avais une activité qui était donc comme toi, coiffeur. Bon, j'ai bossé. Puis de toute façon, sur un bateau, vous savez ce qu'il en est. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, à l'époque, je sais pas si vous l'avez rencontré, il y a eu pas forcément de copains, mais de gens que j'ai connus. Qui ont été rapatriés parce que ils disjonctaient complètement. Surtout période Noël, jour de l'an. Voilà. En réalité, on part 1 an sans famille, c'est-à-dire qu'on est isolé pendant 1 an. Envoyé spécial à Papeete, Jean-Claude Turgeman. Le général de Gaulle quitte Tahiti dans 2 heures. Son séjour dans l'île est maintenant terminé. Mais avant de retrouver Paris, le président de la République va visiter les laboratoires de sciences nucléaires installés sur 2 atolls, Ao et Mururoa, respectivement à 900 et 1200 km de Papeete. Le général de Gaulle dormira à bord du croiseur De Grasse au large des atolls. Si les conditions météorologiques le permettent, le chef de l'État assistera avec quelques personnalités seulement à une expérience nucléaire. Tout est prêt pour que l'explosion ait lieu samedi, comme prévu. Seule la météo peut décider ou non d'un éventuel retard. La Polynésie française est le siège d'une grande... Monsieur le Président, je ne nourris nullement la naïve illusion de croire que je pourrais vous faire partager mes craintes et vous amener à renoncer à l'explosion de votre plus belle bombe et à celles qui suivront. Aucun gouvernement n'a jamais hésité à faire supporter par de petits peuples sans défense les risques de ces essais nucléaires. Les Américains ont réservé les retombées de leurs plus grosses bombes aux îles Marshall, les Anglais aux Polynésiens des îles Christmas, les Russes aux peuples du Grand Nord, les Français aux Africains et à nous maintenant. Monsieur le Président, je ne puis m'empêcher de vous exprimer toute l'amertume et toute la tristesse que nous éprouvons à voir la France, rempart des droits de l'homme et patrie de pasteurs, déshonorée par une telle entreprise. Puissiez-vous, Monsieur le Président, rembarquer vos troupes, vos avions et vos bombes. Alors plus tard, les leucémiques et les cancéreux ne pourraient pas vous accuser d'être l'auteur de leur mal. John Tiriki, député polynésien, Papeete, septembre 66. Toutes les dispositions sont prises, comme vous le savez, pour que cela n'ait aucun inconvénient d'aucune sorte pour les chères populations de la Polynésie. Mais au contraire, cette installation, cette organisation est en quelque sorte le départ pour tout l'ensemble des archipels, le départ pour un grand et nouveau progrès.
à l'abri des atolls. Chapitre 2, changement de décor. Dès 1963, une armada nucléaire débarque en Polynésie. Armée de terre, armée de l'air, marine, les trois corps sont là, intensément là. Une centaine de bâtiments croisent au large des eaux. C'est sur le croiseur De Grasse qu'on a installé le PC des opérations. Dès l'année suivante, c'est le début des travaux. Un chantier gigantesque. On aménage le port, on construit des blocos, des stations radio, météo, des usines de désalinisation, également des hangars, des stations d'analyse, des laboratoires de géophysique, plus de 20 km de murs. Il s'agit avant tout de protéger Moruroa des vagues, des immenses vagues destructrices engendrées par les tirs. Le centre du Pacifique investit de lointains atolls, parfois situés jusqu'à 500 km de distance. On abat aussi 5000 cocotiers pour construire une piste d'aviation. Pendant les tirs, plus de 3000 personnes militaires et leurs familles sont présentes sur place. Jean-Pierre Magnon. Alors après là-haut, je suis parti à Fangatofa. Avant l'explosion. Et là, je peux vous dire qu'il y avait des bateaux-vie, c'était fait, ils y étaient toujours, mais on avait une base en dur. Pas en parpaing, bien sûr, mais en contreplaqué, en niao, enfin, en dur. On était bien. On savait qu'on travaillait pour la bombe, là. Mais vous avez des gars du CEA, vous avez des ingénieurs du CEA, vous avez des gars comme nous, et vous avez des gradés, des hauts gradés. Pourquoi s'inquiéter? Ils mangent comme nous, on va se balader sur l'atoll comme nous, on prend un 4x4 le dimanche pour aller manger à 10 ou 15 km plus loin de la base. Pourquoi s'inquiéter? Vous comprenez? Les bains dans le lagon, c'était fréquent? C'était tous les jours, les bains? Mais l'eau faisait partie de notre vie commune. Imaginez-vous, 30, 32 degrés, l'hiver 22, 23 degrés. Il y a de l'eau à côté, qu'est-ce que vous faites? Vous allez plonger. Alors ça se faisait avant l'explosion. Mais il faut savoir qu'avant l'explosion, à Fangatofa de la thermonucléaire, il y a eu déjà d'autres explosions. Donc il faut quand même s'imaginer que c'était déjà auparavant contaminé. Qui dit expérience nucléaire, dit danger. Monsieur Viard, l'adjoint scientifique du directeur des centres d'études nucléaires, fait d'ailleurs le point de ces risques. Il est bien évident que le risque essentiel est celui de la radioactivité. La radioactivité est importante surtout localement, là où se fait la majeure partie des retombées. En dehors de ça, une partie de la radioactivité est entraînée dans le nuage et retombe très lentement, pratiquement, sur l'ensemble du globe. Est-ce qu'en faisant exploser des engins dans l'eau de mer, que ce soit dans le lagon ou dans le Pacifique, on ne risque pas d'empoisonner cette eau de mer, de la rendre radioactive de façon définitive? Il est bien évident qu'on va la rendre radioactive localement, mais de façon absolument pas définitive. Il n'y a pratiquement pas eu de poissons contaminés, on en a vu quelques fois en cherchant bien, mais c'est un risque vraiment très faible. Par contre, après la bombe, il fallait plus pêcher de poissons. Ça, c'était bien dit. Hein. Si, il y avait quand même des choses qui étaient quand même dites. Il ne faut pas dépasser les barrières d'œufs. Il ne faut pas manger de poissons. Il ne faut pas... voilà, mais les choses vraiment sommaires. Les choses tout à fait normales, de ne pas les pêcher, de ne pas les manger. Puis un jour, on a dit, bon, mais ok, vous pouvez vous baigner, mais ne pas toucher le fond. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous tous? Eh bien, on s'est baigné. Mais comme l'eau du lagon tourne en spirale et que l'eau se renouvelle, au bout d'un moment à un autre, l'eau était polluée. Vous aurez vu sur l'atoll, les poissons qui étaient là, qui étaient morts, c'était de la pourriture. Vous avez vu les poissons morts? Oui, oui, moi j'ai même vu les rats marcher, plus de poils.
complètement rose, plus de poils. Je peux vous affirmer d'une chose, c'est que quand on mangeait à la cantine sous la toile de tente, on mettait la main sur notre bout de pain, parce que c'est que là qu'on pouvait le mettre, parce qu'on ne pouvait pas le mettre ailleurs, les mains, on mettait la main sur le bout de pain, on mangeait, on enlevait 30 secondes notre main du pain, les mouches étaient dessus. Mais il y avait des mouches partout? Automatiquement. Vu que le poisson a été... Poisson, qu'est-ce qu'il y avait? Les oiseaux, il y avait le poisson, il y avait des tortues, il y avait... Quand il y a eu l'explosion, l'atoll s'est vidé, ça s'est retrouvé sur la terre, sur le corail, il a bien fallu que ce poisson pourrisse. Et le poisson pourrissant, qu'est-ce que ça devient? Des asticots, et des asticots, des mouches. Et on mangeait. On était bien obligé de manger. Et les grosses mouches bleues, hein. Alors on sortait, bien sûr, nous on allait se balader, un tiers de service, on était 3-4 heures par jour de repos, on allait quoi? On allait se baigner, on allait au judo, on allait jouer au tennis, comme je me répète, c'était le Club Med, on n'était même pas habillés en militaire. Il y avait toutes les activités possibles et imaginables. Voilà, alors on avait ce qu'on appelle la tenue de campagne, le short, les sandalettes, voilà. Et puis le t-shirt, et puis c'est tout, changé, et puis on était toujours habillés comme ça. Bon, quand on était en perme ou soi-disant, on était toujours pareil en short, on n'avait pas de tenue militaire, mais on était toujours short, espadrilles, des tongs et tout, on se baladait partout, mais on était même un peu, moi je me rappelle, parce que on fouillait un petit peu, parce que on savait pas, on se doutait et on nous informait pas. Alors quand on pouvait se balader sur l'atoll, le vent balançait le corail dans nos jambes, dans nos pieds. Jamais on nous a dit vous allez à la douche, jamais vous. On a passé un compteur Gégère, le dosimètre, on n'a jamais eu. Personne n'en a jamais eu. Ben non, mais c'est impressionnant. Quelles étaient les consignes au cours d'un tir? La seule consigne, c'était de se retourner dos au flash et de se mettre la tête dans l'épaule pour pas voir le flash pour les conséquences de rétine. De là, on avait une diffusion générale, on se retournait, le bateau virait, bâbord ou tribord, pour nous faire voir le spectacle. Et là, on faisait des photos, on se faisait filmer. Tu parles de rétine, donc, alors si vous voulez, à ce sujet-là, parce que là, c'est quand même gratiné, c'est vrai que de toute façon, tous, autant que l'on était, malheureusement, on n'a pas suivi les consignes. Il est vrai qu'on n'a pas suivi les consignes. La grande majorité des matelots n'ont pas suivi les consignes. On était en haut des cheminées de l'Umorienne, on était des dizaines avec nos petits appareils photo. Et là, c'est là où j'ai perdu quasiment les 2 tiers de mon œil gauche. Oui, ça m'a complètement brûlé l'œil gauche. Mais on était tous par là, c'est la curiosité. On n'avait pas vraiment cette notion. C'était même pas une question d'intelligence ou pas d'intelligence, c'est de connaissance, tout simplement. Tout et en fin de compte, la curiosité l'emportait. Et il est vrai que c'est un spectacle tellement incroyable et extraordinaire. C'est grandiose. C'est extraordinaire comme spectacle. Bon, moi, je suis passionné par tout ce qui peut se passer dans la Terre. Je ne dis pas un tsunami, mais un volcan. J'ai quand même vécu quelques volcans. C'est des spectacles de la Terre extraordinaires. Là, c'est pas la Terre, mais c'est quand même prodigieux. Rappelle-toi, je ne sais pas si tu as ressenti la même chose, quand ça pétait, au bout de quelques, 10 secondes, 15 secondes ou 20 secondes, et que le bateau se soulevait. Tu dis, purée, cette puissance. Et la distance, aucune notion. Est-ce qu'on était à 15 km, 20 km? Aucune idée. Peut-être 10 km, je ne sais pas. Mais c'était quand même excessivement impressionnant. Et tout le monde l'a fait. Enfin, peut-être pas tout le monde. Mais quand il nous disait de nous mettre à plat ventre et les mains sur les yeux, c'est pas vrai. On a tous fait ça. Mais ça, c'est notre faute. C'est pas faute de pas nous l'avoir dit, de se cacher. On était gamins et puis on a pris des centaines de photos comme ça. Mais c'était quand même prodigieux. C'était grandiose, les explosions. C'était pas aussi grandiose que ce qu'ils ont pu vivre, puisque c'était en souterrain. Oui, mais je peux vous dire, ce qui est impressionnant, c'est lorsque, au-dessus de l'atoll, vous avez une couverture nuageuse, et lorsque ça explose, c'est sous terre, c'est sous l'atoll, vous avez les nuages qui s'écartent. Par le souffle. Vous avez cet arc-en-ciel qui se crée, le lagon qui change de couleur. Ah oui, c'est vrai, et pendant 2 minutes, vous avez l'atoll qui vibre. Oui, parce que c'est un champignon. Et c'est tout, ça s'arrête. Puis après, tout redevient normal. Ça, c'est vrai que mais au moment de l'onde de choc, vous avez ces nuages qui s'écartent en forme de bol, plus cet arc-en-ciel
Tu vois, tu parlais à quelle distance on se trouvait. Là, j'ai un document officiel sous les yeux, celui des signés du bord. Hein. On était à 46 000 dans les tirs les plus puissants. Ça veut dire combien? Alors, ça fait 90 km. 80 km. Les tirs les plus kilomètres, puissants, dont un qui s'appelait le tir Dragon le 30 mai 70, qui était de 945 kilotonnes. Alors, c'est un gros celui-là, oui. C'était énorme. 24 août 1968, tir thermonucléaire sous ballon au-dessus de l'atoll de Fangatofa. Une énergie estimée à environ 170 fois Hiroshima. À l'abri des atolls. Chapitre 3. Protestation, aménagement et continuité. Dès l'annonce de l'installation des sites d'essai en Polynésie française, la France doit faire face à une offensive diplomatique des États riverains du Pacifique et de l'Amérique latine. Avec l'annonce d'essais atmosphériques, la France fait figure de provocatrice puisque par le traité de Moscou signé le 5 août 1963, les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne renoncent aux expériences atomiques dans l'atmosphère. La France commence à traîner un boulet diplomatique. On demande aux techniciens des améliorations. Les tirs sous ballon succèdent aux tirs sur barge, jugés trop polluants. Au cours des tirs, contrairement au Sahara, le personnel et les populations sont évacués dans des abris et sur des plateformes métalliques. Les bâtiments de la marine, quant à eux, s'éloignent en mer. Francis Payet. Alors, les ordres, en général, venaient toujours des civils et étaient confirmés après, par la suite, par des militaires. Donc, s'il y avait eu des erreurs au départ, très souvent, c'était des civils, des ingénieurs et des chercheurs, des scientifiques. On ne les connaissait pas. Mais en fait, ces gens-là donnaient des ordres. Et quand ils nous voyaient rentrer, ces gens-là savaient très bien où on se trouvait et ils laissaient faire. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'anormal. Et ce qui est anormal aussi, c'est que il y a très peu d'officiers supérieurs de la marine qui se sont opposés à ça. Mais heureusement, il y en a eu quand même quelques-uns, mais il y en a eu quand même relativement peu. Et on a, en général, envoyé toujours des appelés sur des sites dangereux. Il y avait une hiérarchie. Disons que ceux qui étaient le plus exposés, c'était le personnel civil polynésien. Alors eux, ils n'avaient droit qu'à un paréo et pieds nus. Ils allaient où ils voulaient. On cherchait pas du tout à leur expliquer quoi que ce soit. Pour beaucoup, certains parlaient très peu français d'ailleurs, mais on leur donnait des missions difficiles. Les légionnaires, eux, faisaient des travaux difficiles aussi, parce que ce sont des gens qui ont créé les pistes aviation, notamment à Murua, comme à Fangatofa. À Totogigi aussi. Aussi. Et ces gens-là aussi étaient toujours en première ligne. Et quant aux appelés, bien, la technique était simple, c'est que le personnel appelé était des gens qui étaient régénérés régulièrement. Donc, on commençait, entre guillemets, à user d'abord les appelés pour protéger un petit peu plus les engagés qui, eux, étaient des gens de métier qu'il fallait faire durer un petit peu plus longtemps. Et les officiers les mieux renseignés, eh bien, eux, s'arranger à ne pas aller se présenter sur des sites trop dangereux, et certains officiers supérieurs ou d'autres étaient complètement ignorants de la situation, parce qu'il faut reconnaître que beaucoup de gens n'étaient pas réellement informés de ce qui se passait. Lorsque c'était les ingénieurs du CEA qui travaillaient sur quelque chose, ils ne travaillaient pas sur une bombe, ils travaillaient sur un engin. On ne prononçait jamais ce mot-là. Dès que ça passait pour le tir, donc c'était les militaires qui prenaient le relais, ça devenait une bombe. Donc c'était très... Ça vous symbolise un peu les rapports qui pouvaient exister entre la partie civile et la partie militaire. Tant que c'était un engin, les militaires étaient là pour la logistique. On était un peu... pas les boys, mais presque. On était là pour exécuter les tâches pas les plus dangereuses, si. C'est-à-dire la faire exploser. Voilà l'explosion d'une bombe thermonucléaire. Ça fait un beau petit soleil.
Alors faut pas me dire qu'on est à des milliers de kilomètres, hein, parce que... Vous êtes à quelle distance là? Voilà, 25 km à peu près, grosso modo, là. 25-30. Ça fait une belle tête de mort, quoi. Hein. Alors, dessous, c'était propre. C'est là que, là c'est pas possible. Ou alors Hiroshima et Nagasaki n'ont pas existé. Hein. On peut allumer. Pierre-Henri Bouffard. Vous avez une bombe thermonucléaire. Alors, vous n'allez pas me dire que quand une bombe pète là-dessus, que c'est propre en dessous. Non, mais enfin, il faut être naze qu'on peut dire ça. Hein. C'est vrai. Hein. Parce que, alors moi, mes laboratoires étaient... le ponton, il doit être là. Mes laboratoires étaient par là, moi. Mais tout ça, c'est la zone vie. Mais le plus fort, c'est qu'il y avait un bouilleur. Et le bouilleur, on pompait l'eau de mer pour avoir de l'eau douce, pour la consommation, pour la cuisine, pour la consommation des gens. Alors ça, c'était de l'eau de mer qui était en permanence sous rayonnement, on est bien d'accord. On pompait là, on pompait d'un bouilleur qui était sous la bombe, qui était irradié, et on va me dire après qu'on sortait de l'eau propre. Ben dis donc, on est fort. Hein. Alors l'eau qui nous était amenée arrivait de bateaux qui avaient ce qu'on appelle des bouilleurs, c'est-à-dire qu'on prenait de l'eau dans l'atoll de Mururoa, très souvent, elle était, disons, évaporée, refroidie, c'est un système de condenseur, et retournée à un état consommable au niveau microbien. Par contre, au niveau de la radioactivité, il n'y avait pas de problème, elle était toujours là. Et bien sûr, tous les gens qui ont été sur le site de Mururoa en ont bu sans problème. Maintenant, si on veut parler de... Mais les gradés, les officiers en buvaient aussi? Bien, pour beaucoup, certains avaient droit de l'eau minérale, voire de l'alcool, si vous voulez, alors que nous, c'était pas le cas. Et encore, j'ai appris très récemment de la part d'un commandant d'un autre édic qui m'a téléphoné, et j'étais assez surpris puisque nous, on avait la chance d'être pas trop mal nourris, tout simplement parce que des civils qui voyaient notre situation nous amenaient de la nourriture à bord de notre bateau quand ils venaient travailler et nous aider. Mais j'ai vu d'autres personnes et qui m'ont confirmé ça, que eux étaient très très mal nourris et au niveau de l'eau avaient une eau qui était infecte parce que d'une part elle était stockée dans des réserves, disons, qui n'étaient pas vraiment très bonnes. Et en même temps, l'eau minérale, il est vrai que moi, le temps que je suis resté là-bas, j'en ai pas vu la couleur. Bruno Vial, ça commence comment, cette aventure polynésienne? Eh bien, je suis arrivé le 17 mai 1968 à Tahiti et j'ai fait 2 ans. Je suis donc rentré après le 20 ou 25 mai 1970. Et j'ai fait 1 an de campagne de tir, 68-69, à Ao, où j'étais basé. Et je faisais partie de l'équipe aérotransport médicale qui était embarquée sur Breguet de Pont, qui tournait autour du point zéro le jour de l'explosion. Et une fois que l'explosion était faite, quelques minutes après, nous atterrissions sur le lieu même de l'explosion, c'est-à-dire ou à Mururoa ou à Fangatofa. J'ai donc fait les 3 dernières bombes A qui servaient de détonateur. Et après, j'ai fait les 2 premières bombages françaises. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est-à-dire que je suivais l'équipe qui, normalement, partait pour ramasser les missiles qui tapaient dans le nuage atomique, les missiles Matra, tirés par les avions militaires, les avions de chasse Vautour. Une fois que les missiles étaient tirés, tombés dans la mer, ils étaient retenus par des bouées avec une antenne. Les Sikorsky, avec leur chalut, les récupéraient, nous les ramenaient à terre sur le site de Mururoa, à côté de la piste. Nous les démontions, on les mettait en container, et après ça partait au CEA en France. Ce qui veut dire que vous touchiez... On manipulait, on aidait à manipuler les têtes des missiles, on restait à côté d'eux quand ils travaillaient, on était en équipe médicale. On gravitait toujours à 10 ou 15 mètres de l'équipe qui faisait ça, qui était d'ailleurs composée d'1 ou 2 techniciens, je crois, et des légionnaires, pour les mettre dans des espèces de containers plombés, qui montaient d'ailleurs avec nous dans la soute du Breguet. Michel Picard, en 1974, vous êtes pilote d'un avion qui s'appelle un Vautour. Et votre mission,
c'est d'aller dans le nuage radioactif, juste après l'explosion, récolter quoi? Des poussières. Et ces particules que l'on ramenait repartaient en France tout de suite après pour être analysées au CEA. Alors, Michel Picard, comment se passait une expédition? On est en alerte dans l'avion, AO, et on est à l'écoute du PC à Muriot. Donc, il y a un mot code qui nous dit que l'explosion a eu lieu. C'est lequel? Il me semble que c'était le Rubicon a été franchi. Pour celle-là. Donc, le Rubicon a été franchi, qu'est-ce que vous faites? On attend 20 minutes. Le décollage était prévu à H plus 20 minutes. Plus le temps de trajet, ça faisait que l'on pénétrait à H plus 1h20 après l'explosion dans le nuage. Le nuage, il est comment à ce moment-là? Le nuage, il est très très haut. En vautour, on montait assez haut, c'est-à-dire de l'ordre de 45 000 pieds. Et on était à la base du nuage. C'est-à-dire que le champignon était largement au-dessus. En fait, nos passages dans le pied du nuage, ils devaient durer 1 minute 30 à chaque passage. Donc on peut dire que c'est l'équivalent de 10-15 km. Alors, le principe, c'est qu'on a accrochés sous chaque aile, on a un de ces containers-là qui va récupérer des poussières qui seront analysées plus tard. Et vous faites combien de pénétrations? Je crois qu'on a fait 7 passages. C'était une mission intéressante pour vous, excitante? Oui, bien sûr. C'est une excitation, oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'on s'est aperçu qu'on avait une panne de pressurisation, au lieu de rentrer dardard au terrain, on a fait des calculs pour savoir combien de temps on pouvait rester encore. Et il s'avère qu'on avait certainement un joint de verrière défaillant, et ce qui fait qu'on a consommé énormément d'air. Bon, on basculait d'une bouteille sur l'autre. Quand on a basculé sur la deuxième bouteille, on s'est aperçu que c'était beaucoup trop tôt. Donc on en a déduit qu'il y avait un problème. Et là, on a calculé avec la bouteille restante, on a essayé de calculer le temps qu'on pouvait rester encore. Et donc, avec mon navigateur, on a fait ça, et on a dit, on peut encore en faire 2, on va les faire. Et ce en quoi nos calculs n'étaient pas bons non plus, puisque il s'avérait qu'au retour, on a été obligé de regonfler la cabine parce qu'on n'avait plus assez de pression dans la bouteille. De regonfler avec de l'air? Avec de l'air extérieur. Mais là, on était en dehors du nuage. C'était sur le chemin du retour. Mais il faut bien savoir que on a des poussières dans notre réservoir captif, là, mais il y en a aussi sur tout l'avion. Donc, cette petite vanne que j'ai ouverte dans la cabine pilote, forcément, il y avait des poussières qui sont rentrées à l'intérieur de la cabine. Michel Picard, lui, a été atteint d'une tumeur au genou droit. Des complications pour la suite de sa vie, conseil de réforme, hospitalisation, opérations longues et délicates, procédures judiciaires interminables. Pour Michel Picard, pilote de Vautour, la Polynésie est un mauvais souvenir. Ah, mais la patrouille de Vautour partait dans le nuage radioactif, balançaient leurs missiles pour prélever de la matière radioactive qui était ensuite analysée. Pierre Flerchargé. Ces missiles tombaient dans le lagon et les gars allaient les chercher, ou dans l'océan, et les gars allaient les récupérer. C'est ce que faisait M. Bruno Vial, et il s'est irradié à cause de ça. Mais les gars qui passaient dans le nuage radioactif, je peux vous dire qu'ils en prenaient. Ils en prenaient grave. Le truc, c'est qu'ils ne savaient pas.
Ils étaient protégés, eux, les pilotes. Mais passez-vous, les gamins, ils traversent un bateau entier. Il faut 3,50 m de plomb ou de béton pour arrêter ces irradiations. Les gars, quand ils passaient dans le nuage radioactif, ils étaient cuits. Moi, j'en ai vu un qui a atterri comme il a pu. Certainement que son cockpit n'était pas étanche, mais j'ai vu l'avion, il m'est passé par-dessus, on se faisait bonjour. À force de les voir passer, à chaque explosion, les gars, ils partaient, ils revenaient, mais ils ne fermaient pas la route pour autant. Ils auraient pu le faire, comme ça, j'en aurais pas pris plein la poire. Ainsi que mes copains, chefs de bord. Ils sont d'ailleurs tous morts, hein. Inconnus au bataillon, les gars. J'ai beau essayer de les retrouver, et puis bon, c'est une cata maintenant, parce qu'on apprend des CD... vous comprenez qu'on n'a plus envie d'envoyer les vœux. Voilà, parce qu'on se dit c'est peut-être moi le prochain et on essaie de prolonger un peu l'échéance quand même. Hein. Et donc ces avions, ces vautours qui étaient stationnés en permanence en haut, dès qu'il y avait une bombe, et moi j'ai assisté à la campagne 70 qui a été terrible puisqu'il y a eu... Oui, il y a eu 6 bombes au total et moi pendant le séjour, il y en a eu 5. Donc je l'ai marqué sur mon livre, La colère nucléaire, où la 6e, j'étais déjà parti, elle a eu lieu au mois d'août, le 3 août, et moi j'étais parti le 15 juillet. Mais enfin bon, le mal était déjà fait, largement. Et donc ces avions, quand ils avaient traversé le nuage radioactif, et l'amiral Sanguinetti l'a dit à juste titre, il a dit ces gars... étaient contaminés, mais ils étaient soignés parce qu'un pilote, ça coûte plus de 100 millions. Un appelé, ça vaut rien. C'est de la viande à canon. C'est tout. Donc, vous comprenez qu'il y a 2 poids, 2 mesures aussi. Eux étaient protégés, nous, on ne l'était pas. Mais par contre, pour la reconnaissance, on le demande au même titre. Nous sommes victimes du nucléaire, point. Et moi, je ne fais pas de distinguo. Ni entre les engagés, ni les appelés... Ni les... surtout pas les civils, bien sûr, parce que eux, c'est encore plus les victimes désignées. Et anonymes, c'est facile, hein, faire des dégâts comme ça. Hein. Ça s'appelle des dégâts collatéraux, ça. Voilà. Et on appelle ça aussi des essais propres. Capitaine de vaisseau Antoine Sanguinetti, commandant du porte-avions Clémenceau. Quand ils ramènent à bord tous leurs échantillons, alors là, il y a tout le monde, y compris les appelés qui font le pont d'envol, qui poussent les avions, etc. Bon. Et à bord, il y a des précautions? Qu'est-ce qu'il y a comme précaution? On a des avions qui reviennent chargés de merde, quoi. À l'abri des atolls. Chapitre 4. L'avenir du rayonnement. La première décision prise par Jacques Chirac, président de la République en 1995, la reprise des essais nucléaires en Polynésie. C'est un mouvement de protestation mondiale. Dans les années 70, l'Australie et la Nouvelle-Zélande avaient traîné la France devant la Cour internationale de justice de La Haye, qui, le 22 juin 1973, avait contraint le gouvernement français à s'abstenir de procéder à des essais nucléaires, provoquant le dépôt de retombées radioactives sur le territoire australien. 20 ans plus tard, à Tahiti, on est déterminé à se mobiliser. Manifestations quotidiennes, création d'une association Mururoa et Tatu, 4000 vétérans des essais nucléaires demandent vérité et justice sur les conséquences des essais. Roland Haldane. Oui, il faut savoir que ça me fait mal de voir certaines personnes qui ont gardé le silence pendant des années et des années, avec des souffrances quand même, il faut le dire. Je pense qu'il y a un aspect psychologique aussi qu'il faut tenir compte, c'est que pour travailler sur le site de Mururoa, certains ont dû signer des accords, c'est-à-dire que dans leur contrat, ils devaient signer des accords disant qu'ils travaillaient pour la défense, donc tout ce qu'ils faisaient là-bas était supposé être secret défense, et à partir de là, ils n'avaient aucun droit de dire, de diffuser, de dire quoi que ce soit, même de leur vie sur le plan purement professionnel. Et
Et pendant des années, même après avoir quitté les sites nucléaires, beaucoup de personnes sont restées enfermées. Et en plus, il y a un autre aspect qui est très important, c'est l'aspect de culpabilité. Encore beaucoup d'anciens travailleurs ou des personnes qui ont vécu sur les sites se sentent coupables. Pourtant, en ce qui nous concerne, ils sont victimes. Alors, les victimes sont culpabilisées. Alors, je pense que c'est ce qui explique aussi le fait que beaucoup de personnes sont restées silencieuses pendant de longues années. Alors, qui étaient ces gens qui venaient travailler ? C'est-à-dire qu'à cette époque-là, avant les expérimentations nucléaires, la population polynésienne vivait d'une certaine, il y avait une certaine autosuffisance, notamment dans les îles où la plupart des populations vivaient de leur plantation et de la pêche. Le CEP arrivant ici, il fallait embaucher en masse beaucoup de personnes donc des îles ont abandonné leur style de vie et sont venus sur la capitale, c'est-à-dire sur Papeete, pour pouvoir être embauchés puis partir sur Mururoa. Et ça a beaucoup bousculé, et puis l'argent, bien sûr. Il faut dire quand même que les salaires du CEP étaient 2 à 3 fois plus élevés que ce qu'ils pouvaient gagner de la plantation dans les îles. Donc automatiquement, ça a été une migration vers Papeete, et puis franchement je pense que cela a vraiment changé le style de vie du Polynésien. Ils étaient employés à quoi, ces Polynésiens ? Ils faisaient des tâches dangereuses que n'auraient pas fait les techniciens du CEA ou les militaires français ? Ce n'était pas le cas pour tout le monde, mais en général, parce qu'il y avait des militaires aussi qui étaient amenés à faire... Les légionnaires aussi étaient sur qui des étaient amenés zones, à faire des tâches aussi dangereuses. Mais il y avait quand même des différences entre certaines tâches qui étaient attribuées à certains techniciens, par exemple, que ce soit du CEA ou des services de contrôle, où ces personnes-là étaient en combinaison, et puis ils venaient prendre des mesures sur les lieux justement où auparavant des Polynésiens ont travaillé juste avec un short et puis à main nue. Voilà, un t-shirt. C'est là où certains se posaient des questions par la suite. Certains même travaillaient sur le point zéro, habillés en short. Je me rappelle, dans notre association, il y a un ancien gendarme qui devait surveiller auprès du point zéro avec son arme. Il était en short et puis il s'est posé la question comment ça se fait, il est là en short, et puis il voyait par la suite d'autres techniciens arriver en combinaison pour prendre des mesures autour de l'endroit où il devait surveiller. À partir de là, il a commencé à poser des questions et à partir de là, il a eu beaucoup d'ennuis, donc il a été rapatrié. Mais je pense que c'est ce type de problème-là qui faisait une grande différence entre certains travailleurs polynésiens et certains travailleurs métro. Je pense que pour la plupart des Polynésiens, ils ne se posaient pas trop de questions, puisque d'abord c'était interdit de se poser des questions. Le système avait mis en place une autocensure, une autosurveillance. C'est-à-dire que entre Polynésiens, même si quelqu'un descendait à Papeete et commençait à parler de ses conditions de travail, automatiquement le collègue de travail rapportait au supérieur hiérarchique, et à partir de là, cette personne-là pouvait avoir des problèmes. C'est la raison pour laquelle que pendant des années, des personnes ayant travaillé en Mururoa ont gardé des secrets jusqu'à ce jour. Des tirs en atmosphère sous ballon, dont on comprend très vite qu'ils polluent l'environnement en matière radioactive, on passe aux essais souterrains, et l'on se targue d'un progrès manifeste. Abraham Béard, médecin atomiste. Par contre, le mécanisme même de l'explosion souterraine fait qu'au moment de l'explosion, toute l'eau qui existe dans la cavité est chassée à cause de l'explosion, et que ensuite cette eau va revenir, et que de ce point de vue-là, elle va donc être forcément polluée, et à un moment donné, elle va ressortir. Alors, actuellement, les études les plus sérieuses qui ont été faites, c'est dans le Kazakhstan, avec toute une équipe d'ailleurs qui est à l'université de Rennes, et qui démontre que des années après, les nappes phréatiques sont évidemment contaminées.
Le raisonnement en ce qui concerne la Polynésie, c'est de dire non seulement nous le faisons au centre de l'atoll, mais en plus nous le faisons suffisamment profond. Alors au début c'était 200 mètres, puis 300 mètres, On a été jusqu'à 1000 mètres. Hein. Et jusqu'à au-delà de 900. Ah oui, oui. Au-delà de 900. Pour toucher la vraie couche de basalte, puisque les géologues leur ont dit, mais quand vous êtes à 200-300 mètres, vous croyez dans le basalte, c'est pas vrai, c'est un mélange de corail, bon, peu importe. Et donc à partir de ce moment-là, en faisant des puits très profonds, c'est vrai que, si vous voulez, l'issue des produits radioactifs est contrôlée. Mais le problème, c'est qu'après, il y a... ça a été longtemps un secret militaire, mais maintenant, aujourd'hui, il est levé, les publications existent. C'est que, évidemment, une telle explosion entraîne des craquements. Sur des fissures. Des dans fissures le corail, qui existent encore, des craquements. Ces craquements et ces fissures fait que forcément, l'eau qui est chassée va suivre cette voie-là et qu'elle va réapparaître et qu'elle est fortement contaminée. Donc, si vous voulez, ça a ouvert un autre chapitre. Hein, le premier, c'était l'atteinte des populations par l'air. Et là, on a ouvert un autre chapitre qui est l'atteinte des populations par l'eau. Et au-delà de l'eau, si vous voulez, puisque c'est la chaîne biologique, par tout ce qui est vivant. Les plantes, les animaux et les êtres humains. C'était À l'abri des atolls, une enquête d'Anis Clément, réalisation Christine Berlamont et Jérôme Nussbaum. Histoire vivante vous donne rendez-vous demain dans le journal La Liberté pour d'autres développements du sujet. Cette émission vous a été proposée par Jean Leclerc avec la collaboration de Corinne Rochat, Valérie Dantan et la voix de Mauro Bellucci. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet histoirevivante.rsr.ch ou commander des CD de l'émission en appelant le 026 323 24 24. Vous écoutez la